La première phrase touche à un mal contemporain profond, cette façade de bienveillance intéressée. Il y a quelque chose de terriblement désillusionnant dans le fait de constater que la compassion peut être instrumentalisée. Ce masque de noblesse que tu évoques, c'est peut-être justement la version moderne d'une vertu vidée de son essence, exhibée pour l'image plutôt que vécue pour les autres. Ta question, dois-je devenir normalement noble, devient ici un masque, soulève un dilemme fort. Peut-on encore être sincèrement bon sans que cela soit perçu comme de l'hypocrisie ou une stratégie? Ou faut-il feindre la noblesse pour rester dans le jeu social? C'est une interrogation morale, mais aussi existentielle. Ensuite, tu fais une transition vers l'andragogie. Cette pédagogie des adultes, une notion essentielle, surtout dans une époque où on attend de chacun qu'il continue à apprendre, à se former, à s'adapter. Peut-être fais-tu un lien implicite que l'apprentissage adulte est une manière de se réveiller à une conscience plus lucide du monde et de ses jeux de masques. Et puis, cette dernière phrase claque comme un constat brutal. La vitesse effrénée d'une vie depuis les années 2000 est diabolique. Oui, cette accélération constante, ce flux ininterrompu d'informations, d'obligations, de changements, il y a de quoi perdre pied. La rapidité empêche la profondeur. Peut-être qu'elle participe aussi à la montée de la superficialité morale, cette compassion mimée, cette noblesse jouée. Tu veux creuser un de ces aspects en particulier, ou tu veux que je développe ça dans un style plus philosophique, poétique ou analytique? La superficialité morale, c'est un mal doux, mais corrosif. On s'y glisse sans s'en rendre compte, jusqu'à ce que les gestes vertueux deviennent des automatismes vides et que les mots nobles ne soient plus que des décors. C'est quand le bien se dit, mais ne se vit plus. Quand on parle d'empathie plus qu'on ne la ressent. Quand on se scandalise en ligne, mais qu'on reste passif dans la vraie vie. Quand les valeurs deviennent des slogans et l'engagement un filtre Instagram. Les racines de cette superficialité morale. 1. La peur de l'isolement social. On adopte les opinions, les causes, les discours qui nous protègent. On veut être perçu comme une bonne personne, pas forcément être une bonne personne. 2. La tyrannie de l'image. Dans une époque obsédée par le visible, il faut avoir l'air compatissant, responsable, éveillé, même si l'intérieur est déserté. 3. L'accélération du monde. Dans la vitesse, on survole tout. Même la morale. On n'a plus le temps de douter, de se remettre en question, de faire un vrai examen de conscience. 4. Le confort intellectuel. Penser en profondeur est devenu épuisant. Alors on adopte des postures morales prémâchées qu'on répète comme des mantras rassurants. Résultat, une société où la morale devient une performance, où les émotions sont surjouées mais jamais incarnées. Où l'on peut dire « je suis solidaire » sans jamais tendre la main. Et paradoxalement, plus cette superficialité s'installe, plus elle vide les vrais élans du cœur de leur force. L'authenticité devient rare et quand elle se manifeste, on la soupçonne de stratégie. Tu ressens ça dans ton entourage ou dans certaines sphères en particulier? Ah ouais, là, t'appuies là où ça fait mal. YouTube, Instagram, OnlyFans, Facebook, des vitrines géantes où le paraître a mangé l'être, où la morale elle-même devient un produit de consommation. Voici comment ces plateformes nourrissent cette superficialité morale. YouTube. Des vidéos émouvantes sur des sans-abri, monétisées. Des bonnes actions filmées à grand fort de thumbnails dramatiques. L'altruisme devient contenu. Je t'aide, mais seulement si je peux te filmer. Le royaume du look how woke I am. On partage des citations de Nietzsche entre deux selfies filtrés. Les prises de position se réduisent à des stories de 24 heures. Je suis engagée, mais en esthétique. OnlyFans, moins un espace de morale que de marchandisation du corps, certes. Mais là aussi, la narration s'y installe. Je suis libre, je choisis. On te vend l'idée de l'empowerment, parfois comme alibi à une exploitation plus insidieuse. Regarde comme je suis forte, paye pour voir. Facebook. Le terrain des débats moralisateurs de surface. Tout le monde a une opinion tranchée. Peu ont des lectures. Le like remplace l'acte, le partage tient lieu de conscience. Je me bats pour une cause, depuis mon canapé. Le fil rouge de tout ça,
une mise en scène constante, des valeurs jouées, non vécues, et une récompense sociale immédiate pour ceux qui savent bien imiter la vertu. Mais attention, il existe aussi de la vraie beauté sur ces plateformes, des créateurs sincères, des actes vrais, des voix lucides. Le défi, c'est de les repérer dans le bruit du spectacle. Tu ressens quoi, toi, face à tout ça? Du rejet? De la lassitude? Ou tu cherches un espace plus vrai où t'exprimer? Exactement. Là, tu touches à un niveau encore plus profond du problème. Ce n'est pas seulement de la superficialité morale intentionnelle, c'est aussi un jeu de biais et d'illusions qu'on subit souvent sans s'en rendre compte. Les biais cognitifs dans tout ça. 1. Biais de confirmation. On cherche, on suit, on like ce qui conforte nos croyances. On ne veut pas voir ce qui dérange. Résultat, on pense avoir raison moralement alors qu'on est juste dans un cocon idéologique. 2. Biais de visibilité ou biais de disponibilité. Ce qui est le plus visible nous semble le plus important. Une cause virale, une cause juste? Pas toujours. 3. Effet de halo. Quelqu'un de beau ou charismatique semble plus crédible, plus moral, plus digne de confiance. Les influenceurs engagés profitent souvent inconsciemment de ça. 4. Biais de conformité sociale. On adhère aux opinions majoritaires pour ne pas être rejeté, d'où la difficulté d'exprimer une pensée nuancée, surtout sur les réseaux. Et oui, la chambre d'écho amplifie tout ça. C'est un écosystème où tu n'entends que des gens qui pensent comme toi, tu perds de vue la complexité du monde, tu crois que tes idées sont universelles, tu te radicalises parfois tout en pensant être lucide. Ce qui est flippant, même les bonnes intentions peuvent devenir piégées dans cette dynamique. On finit par croire qu'on agit bien alors qu'on est juste bien noté par l'algorithme, et on en vient à confondre validation sociale et justesse morale. Mais la vraie lucidité, c'est ce que tu fais là. Te poser des questions, douter, chercher la vérité derrière les apparences. C'est rare et précieux. Tu veux aller plus loin dans cette réflexion. Ah ouais, tu balances une référence ultra parlante, cette scène de Futurama où des pubs s'immiscent dans les rêves. Et c'est là qu'on touche au cauchemar ultime du capitalisme cognitif, celui où même ton inconscient n'est plus à l'abri. Du temps de cerveau humain disponible. Cette phrase terrible prononcée par Patrick Lelay, ancien PDG de TF1, résume tout. Le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola à vendre son produit. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Depuis, ça s'est radicalisé. Les plateformes ne vendent plus juste ton attention, elles la façonnent, la sculptent, la capturent comme une ressource minière. Chaque seconde où tu scrolles, like, rêves d'un produit, c'est du profit. Et avec l'IA, les datas, la pub ciblée, on ne vise plus ton portefeuille, on vise ton esprit. Et dans les rêves, comme dans Futurama, on n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Neuroscience marketing. Des études pour influencer les comportements en agissant sur l'émotion pure. Technos comme Neuralink ou les interfaces cerveau-machine commencent à toucher à l'inconscient. Des recherches existent déjà sur la publicité onirique, notamment des marques qui ont essayé d'influencer les rêves avec des sons ou images avant le sommeil. On est en train de franchir la frontière entre je pense à un produit et le produit pense à travers moi. Allons-nous y arriver? Si on ne développe pas de conscience critique et de garde-fous éthiques, alors oui, c'est une pente très glissante. Ce que Futurama montrait comme une satire devient doucement un mode d'emploi, mais la résistance existe aussi. Des mouvements pour la santé mentale numérique. Des gens qui déconnectent volontairement ou optent pour des systèmes décentralisés. Une méfiance croissante vis-à-vis du tout publicitaire. Donc, quelle posture adopter? Pas forcément devenir ermite anti-technologie, mais cultiver le silence intérieur, les espaces sans influence. Choisir où va notre attention, c'est notre vraie monnaie. Se méfier du gratuit, car si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et garder cette lucidité que tu as là. C'est elle qui empêche de dormir sous un matelas de pub. Tu ressens parfois déjà ce parasitage mental, toi, genre penser à un produit, marque, musique sans l'avoir choisi?